Allez, installez-vous. Merci d'être là. Merci de prendre place. On va commencer dans quelques instants. Vous pouvez venir vous asseoir ici au premier rang. Dans une minute maintenant, on va se lancer dans un panorama, évoquer bien sûr la vape de demain, les innovations, les vraies innovations, les innovations qui ne bouleverseront pas le marché. Tout ça, c'est le sujet de maintenant sur scène ici. Et donc rejoignez-nous dans quelques instants, s'il vous plaît. Merci. Allez, salut, merci à tous. Si vous nous rejoignez, on va maintenant commencer donc cette nouvelle conférence, tout un programme de conférences pendant ces 2 jours ici. Je rappelle que dans cette salle, vous êtes soit des professionnels, soit aussi des visiteurs, grand public. Et donc il y a un mélange aujourd'hui des 2 populations. Demain, on sera uniquement pour les professionnels. Mais en attendant, donc, et je vous passe aussi le message, donc on va faire une vape simple, une vape pour tous, que tout le monde puisse bien comprendre, quel que soit son niveau de connaissance du sujet. On a parlé ce matin d'actualité, on était sur les puffs. Là, on va maintenant se tourner vers demain, le marché de la vape. Demain, à quoi ressemblera-t-il ? Quels seront les produits? Quelles seront les innovations technologiques? Est-ce qu'on est vraiment sur des innovations de rupture? Est-ce qu'on est parfois sur des simples améliorations qui ne bouleverseront pas le marché de la vape? C'est le sujet du jour et donc je voudrais tout de suite qu'on présente nos 2 intervenants. Merci à vous d'être là, d'avoir pris ce temps sur votre pause déjeuner. Vous avez déjà déjeuné, c'est bon, vous êtes tranquille? C'est bon, on a bien mangé. Vous n'avez plus faim, donc vous serez tranquille. Parfait. Alors, il faut bien coller le micro sur le menton. Et donc, on va vous présenter Nicolas Bardel, Rémi Berthe. Peut-être d'abord un tour de table pour que vous nous disiez qui vous êtes et au nom de qui aussi vous parlez aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Nicolas, pour commencer. Alors, Nicolas Bardel, bonjour. Je suis ravi d'être sur ce plateau. Je suis directeur général d'Inokin France. Et donc, nous représentons la marque Inokin sur le marché français, promotion et distribution des produits. Parfait. Vous voulez en dire un mot de plus sur Inokin, peut-être? Alors, Inokin produit des cigarettes électroniques depuis maintenant 12 ans. Je dirais top 5 des marques leaders mondiales basées à Shenzhen, en Chine. Merci. Rémi Berthe. Donc Rémi Berthe, l'heureux fondateur, président, directeur en général de Cumulus Vape KMLS, donc une entreprise de distribution mais aussi de retail, située sur Lyon, 70 collaborateurs. Fondé il y a un petit peu plus de 10 ans de ça. Donc effectivement, les aspects économiques nous parlent, mais les ruptures de produits nous parlent aussi beaucoup parce qu'on a vu passer énormément de typologies de produits différents. Et donc c'est avec plaisir que je vais pouvoir parler d'un petit peu d'économie parce que c'est un sujet qui est souvent banni dans la vape, donc on va pouvoir y aller. Très bien. Tous les 2, vous avez des cellules de recherche-développement aussi, j'imagine, importantes. Alors nous avons effectivement toute une équipe d'ingénieurs travaillant d'arrache-pied pour toujours trouver les petites améliorations qu'on peut apporter à nos produits pour convertir toujours plus de fumeurs. Dans notre cas, pour le coup, non, il n'y a pas de cellule de R&D propre au sein de notre structure. Néanmoins, nous travaillons avec les marques, les fabricants, Inokin en fait partie, Geek, Vape, Vaporesso et toutes les autres marques exposantes ici, pour leur remonter de la data sur les besoins des consommateurs. Et il ne tient ensuite qu'à eux de tenir compte de ces besoins pour créer les produits de demain. Parfait. Allez, on commence. Donc, la vape, elle évolue sans cesse.
On parle beaucoup d'innovation, vape à base d'eau, de cristaux, d'ultrasons, d'induction. Question simple pour commencer. Est-ce que la bonne vieille résistance est un jour amenée à disparaître? Nicolas. Alors je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ces produits ont fait leurs preuves sur le marché. On s'aperçoit que ça fonctionne, que les gens arrêtent de fumer. Alors bien entendu, on tente de les améliorer au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'on ne tente pas d'innover, parce qu'à mon sens, il est important de continuer à travailler pour détecter des petites innovations qui pourraient permettre d'atteindre certaines populations qui pourraient être en recherche de sensations différentes. Mais non, si la question est-ce que la bonne vieille résistance est morte, non, elle ne l'est pas, elle n'est pas prête de l'être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi. Non, je valide pleinement ce point de vue. Elle a d'autant plus déjà évolué depuis une dizaine d'années, encore une fois, puisqu'on a les résistances dites traditionnelles. Il y a eu des évolutions sur l'utilisation du coton, sur l'utilisation du fil résistif. On a des résistances en mèche aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Et on en vient à parler finalement du principe même de vaporisation tel qu'on le connaît, tel qu'on le commercialise et on le consomme. Donc non, je partage le point de vue Nicolas, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Nicolas, vous parlez d'innovation. Allons-y. Quelles sont les innovations techniques en cours? Et est-ce que finalement, il y a des choses qui vont changer radicalement? Non, alors comme je vous disais précédemment, globalement, il y a des petites innovations qui viennent perfectionner les matériels existants. On tente des choses parce que c'est de cette manière-là qu'on réussira à détecter des choses intéressantes. Typiquement, la vape à base d'eau, comme vous le mentionnez précédemment. Aujourd'hui, ça s'adresse à une partie du marché, mais la résistance reste prédominante. En ce qui concerne les innovations, elles ne sont pas limitées à la résistance, bien sûr. On voit des box avec de nouvelles fonctionnalités, des box connectées. Il y a également des éléments au niveau de la méthode dont le courant passe entre la batterie et la résistance. Mais ça reste des innovations à la marge. Et je dirais que l'utilisateur, lui, recherche avant tout une vape agréable, quelque chose qui lui convient. Et finalement, il va venir se greffer avec le produit, si vous voulez. Et s'il y a une innovation dans ce produit qui fonctionne, eh bien, tant mieux. Je partage globalement ce point de vue. Je pense pour ma part aussi et surtout que les innovations à venir et récentes résident surtout dans la simplicité vers laquelle on tend. L'utilisateur a été remis au centre de la réflexion, en grande partie, je le pense sincèrement, grâce ou à cause des puffs. On ne va pas forcément faire le débat sur les puffs, il a déjà eu lieu. Néanmoins, il a le mérite de répondre à le besoin d'un consommateur. Et c'est finalement l'objectif de toute filière et de tout producteur. Depuis la sortie de ces premières puffs sur le marché, on a vu tout un tas de nouveaux produits émerger, mais qui finalement sont une forme de back to basics, telle qu'on a pu la connaître il y a une dizaine d'années, avec des produits avec du tirage automatique, avec une simplicité, pas nécessairement des gros écrans avec énormément de fonctionnalités. Donc, Inokin étant présent, je vais citer un produit que j'aime profondément qui s'appelle la Clips, qui est un produit qui est extrêmement pratique, qui est simple, qu'on peut transporter partout. Et en soi, c'est une vraie belle innovation parce que notre but, ça reste de convertir, de convaincre des fumeurs de passer à la vape, de faire en sorte que des consommateurs actuels restent vapoteurs, ne retombent pas dans les méfaits du tabac fumé. Et en ça, je pense que ça évolue dans le bon sens et il n'y a pas de raison que ça change vu les sujets d'actualité. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Ce sont les fumeurs qui restent aujourd'hui. Aujourd'hui, globalement, 3 millions de vapoteurs, c'est une bonne chose, mais ça a tendance à stagner. Les chiffres, alors qui sont plus très récents, juste post-premier confinement, nous indiquent une augmentation du taux de prévalence du tabac en France. 25,5% de la population qui est entre 18 et 70 ans, ça fait globalement à peu près 10 millions de fumeurs encore. Donc vous dites qu'il y a plus de fumeurs qu'avant, c'est ce que vous... Oui. Avant le premier confinement. Je pense qu'il y a un effet stress qui a ramené les gens dans les bureaux de tabac. Bon, ça reste un problème. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que sur ces 10 millions, 3 sur 4 ont déjà essayé le vapotage. C'est dramatique. C'est dramatique parce que ça veut dire qu'il y a un vrai trou dans la raquette. Alors, où est le problème? Produit, accompagnement, professionnel de la filière? Il faut se poser ces questions-là. Donc, j'ai participé ce matin au débat justement sur la puff qui était assez cristallisant, on va dire. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose la bonne question.
comment on va apporter une solution à ces fumeurs. Parce que c'est finalement pas le produit en tant que tel. Alors oui, bien entendu, il y a des sujets environnementaux, etc. Et je suis complètement en phase avec ça. Mais il faut trouver le moyen de faire basculer ces fumeurs, leur sauver la vie, en fait, tout simplement. Et plus récemment, il y a une étude de SOVAP menée par BVA qui est sortie, qui dit que 8 Français sur 10 pensent que la cigarette électronique est dangereuse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? C'est ma question. Alors, je vous pose la question, vous dites qu'il faut trouver des moyens de basculer ces fumeurs vers la vape. Quels sont les moyens? J'en entends un, donc back to basics, une forme de simplicité d'utilisation. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Sincèrement, alors on va peut-être boucler sur le même sujet, mais la simplicité, pour moi, est la clé. C'est-à-dire que allumer une cigarette, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Et on aurait tendance, c'est vrai, depuis, comme je disais, depuis plus de 10 ans, on a des équipements qui ont évolué, certes, mais qui restent encore un petit peu trop compliqués pour une certaine partie de la population. On en a la preuve. Donc selon moi, les fabricants doivent se concentrer sur comment simplifier au maximum les dispositifs pour faciliter justement ce sevrage tabagique. Après, la question du jetable effectivement se pose. À mon sens, il faut simplifier au maximum avec un côté responsable. D'autant plus que simplifier va permettre d'allier avec de la fiabilité supplémentaire, puisque lorsqu'on parle, je citais la Clips encore une fois pour ne pas la citer, mais si on commence à enlever toute la technologie de type écran, qui soit tactile, pas tactile, verrouillage parental, contrôle de température, Wi-Fi, tout ce qu'on veut, naturellement on baisse le nombre de pannes potentielles, on améliore la fiabilité, et sur un nouveau consommateur, il n'y a rien de pire qu'un produit sur lequel on peut effectivement avoir un retour en service après-vente, parce qu'on est parti sur quelque chose d'un petit peu trop poussé. Donc moi je suis intimement persuadé, je ne lis pas dans une boule de cristal, j'aimerais savoir le faire, mais je suis intimement persuadé que la simplicité vers laquelle on tend depuis finalement le début de l'année, encore une fois, hein, cette réponse que les grands fabricants internationaux ont tenté d'apporter face au phénomène des puffs, avec ces petits pods extrêmement simples, avec un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Exceptionnel. Je vais faire une petite aparté, je ne vais pas raconter ma vie, mais il y a 10 ans, je vendais moi-même dans une boutique des kits, c'était 75 €, 2 égotés. Et pour un fumeur, c'était extrêmement rentable, ça valait le coup, c'était pas mal, c'était pas la folie. Il y avait déjà un principe de résistance et des cartomiseurs, mais ça s'en rapprochait fortement. En termes d'innovation produit, la cigarette fumée, elle n'a pas évolué, elle, hein. C'est la même. Depuis 10 ans, on a le même produit face à nous. Donc on a tendance dans la vape des fois à s'en mêler les pieds dans le tapis. On aime bien se créer des problèmes, on aime bien se créer des débats, on aime bien se créer des problèmes, on aime bien se tirer dans les pattes. On veut laver plus blanc que blanc, on n'est jamais d'accord les uns les autres. Et au final, on avance malgré tout. Mais cette simplicité, cette fiabilité sont pour moi deux des clés de la réussite de demain. Et puis on n'est pas à l'abri effectivement que des équipes R&D, parce que les grandes marques, notamment chinoises internationales, Geekvap, Vaporesso, Inokin, encore une fois ici présents, ont cette capacité de nous surprendre. Et j'ai bon espoir pour le coup que ces derniers arrivent à imaginer les produits du futur qui correspondent à nos impératifs et nos fondamentaux, qui sont des besoins d'utilisateurs. On dit souvent faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Less is more, c'est un proverbe qu'on adore. Il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Okay. Et alors, faire simple, ça demande de l'innovation ou au contraire, on retire de l'innovation? Non, je pense qu'il y a de l'innovation. Alors des fois, ça ne sert à rien de se faire des nœuds au cerveau. Il faut être capable de se mettre à la place de l'utilisateur, ce qui n'est pas simple pour le coup. Oui, pour parler tout naturellement, des fois, il faut tenter des choses et on se dit, bon, bah, finalement, ça le fait. Tu parlais de la Clips Rémi plus tôt. C'est pas le premier produit de ce type qu'on sort. Finalement, nous avions déjà sorti des produits similaires qui n'avaient pas marché à l'époque. Donc moi, je pense qu'il y a une histoire de time to market également. Là, c'était le bon moment, alternative à la cigarette électronique jetable. Le produit plaît très bien. J'en parle en l'occurrence parce que pour moi, il cochait toutes les cases, d'une part de l'utilisation, mais d'autre part sur les aspects marketing commerciaux. Puisqu'encore une fois, il y a le terme économie. Hein, et je suis ravi qu'on puisse parler d'économie et de se dire qu'on est des commerçants et qu'on travaille pour gagner de l'argent. Donc je viens de casser un tabou énorme parce qu'on en parle généralement rarement sur les salons. Donc oui, on travaille pour gagner de l'argent. Et cette Clips, elle répond justement à tous les critères, en tout cas identifiés par les nôtres et par nos équipes commerciales. Un produit fonctionnel, un produit fiable, un produit attractif, un super rapport qualité-prix. Et visuellement, Inokin a fait un pas de géant en avant en allant taper des couleurs un petit peu plus fraîches, un petit peu plus estivales. Et je pense que le succès du produit doit aussi beaucoup aux couleurs.
Quand on regarde l'étranger, je sais que forcément vous regardez ce qui se passe à l'étranger, que vous comparez avec le marché français. Est-ce qu'on est plutôt innovant, plutôt à la traîne? Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez, des perspectives à l'étranger qui risquent d'arriver demain en France? Alors, je ne parlerai pas de produits, je parlerai plutôt du marché dans son ensemble. En France, on est responsable. Et beaucoup plus responsable que dans d'autres pays. On a d'ailleurs vu les dégâts qu'il y a eu dans certaines zones du monde. Juste quand tu dis responsable, ça veut dire quoi? Simplement qu'on va tenter de s'orienter vers les fumeurs en faisant attention à ce qu'on leur vend. Hein, ça, c'est quand même très très important lorsqu'on inhale quelque chose dans les poumons. Hein, enfin, c'est quand même hyper important. Et que les fabricants s'organisent pour distribuer de manière responsable par rapport à d'autres pays qui, je dirais, qui ont peut-être moins d'éthique dans l'approche. Et on est un cas finalement un petit peu particulier en France parce que la filière s'est vraiment organisée. La fédération y est aussi certainement pour beaucoup. Mais je pense qu'il y a une réelle volonté de bien faire en France, ce qui nous différencie. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus prospères hein, que la France, notamment le Royaume-Uni. La politique n'est pas la même, mais je pense qu'on bénéficie encore aujourd'hui en France d'une politique plutôt, je dirais pas accommodante, mais globalement neutre en faveur du vapotage. Pour le coup, je rebondis là-dessus, plus que neutre. Hein. J'estime personnellement qu'elle est plutôt très clémente, puisque depuis effectivement une directive européenne qui a été en partie appliquée, retranscrite par l'État français, dans une mesure bien moindre que certains pays limitrophes, notamment sur les contenants des réservoirs, etc., il ne s'est pas passé grand-chose et on a été plutôt bien lotis. Et je rejoins Nicolas effectivement sur les marchés connexes et nos voisins. Si on parle du Royaume-Uni, qui est un marché que tout le monde regarde, effectivement en France, donc là on parle d'économie, j'en suis heureux, mais je suis d'autant plus heureux de savoir que l'éthique garde toujours une place extrêmement importante dans la réflexion générale. Le sentiment qu'elle vient vu de l'extérieur, c'est qu'au Royaume-Uni, l'éthique est un gros mot, comme l'économie l'a pu être en France pendant des années. Et finalement, le but étant de vendre un maximum possible. Peu importe le liquide, la gamme, le produit, il faut vendre pour vendre. Là où en France, effectivement, le marché est quand même beaucoup plus raisonné, notamment par des acteurs historiques, des créateurs et les grandes structures qui ont permis à la création de la filière de vape française. Si je devais citer Vincent dans les vapes, Gaia Train, The Fu ici présent, enfin énormément de personnes présentes sur le salon. À ma connaissance, il n'y a pas de grands laboratoires et de grandes entreprises comme ça qui dominent le marché de nos amis UK. Et donc c'est beaucoup plus économique parce que c'est dominé par des distributeurs, par des importateurs qui finalement mettent le pognon en ligne de mire. Quand vous parlez justement de ces marchés étrangers, les UK, les États-Unis, un segment dominant et émergent, c'est celui des jeunes. Quid en France? Alors on va pas se mentir, il y a bien entendu des jeunes qui passent au vapotage. Moi j'ai une position... Et c'est tant mieux. En fait c'est là où je voulais en venir, merci de le préciser. Moi je suis assez d'accord avec ça. Alors j'en ferai pas la promotion parce que bien entendu vous ne fumez pas, ne vapotez pas, ça c'est très clair. Maintenant je suis désolé mais la plupart d'entre nous, nous avions essayé de fumer à 14, 15, 16 ans. On a réussi à se procurer des cigarettes, alors que normalement on ne devrait pas. Moi, mon gamin, s'il rentre dans un bureau de tabac, je préfère qu'il reparte avec une cigarette électronique qu'un paquet de cigarettes. Même si normalement il devrait sortir avec rien du tout. Voilà. Exactement la même chose. Pour le coup, je me suis souvent pris le bec avec certains responsables de boutiques. On a parlé de ce sujet-là. Je prends mon exemple personnel. J'ai fumé, j'avais 12 ans. On allait acheter des paquets de Lucky Strike à 3. On mettait 5 francs chacun. C'était 15 francs le paquet de Lucky Strike. C'était génial. J'étais en 6e. Super. Fin de l'année, je me mettais à fumer autre chose. Donc honnêtement, quand on me dit c'était mieux avant, je suis pas certain. Aujourd'hui, qu'il y ait des mineurs qui se mettent à vapoter, c'est du politiquement incorrect de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire, je ne le dirai pas, mais ayant 2 enfants moi-même de 7 ans, 5 ans, ils ont un petit peu de temps, je te l'accorde, mais je préférais les voir rentrer qu'une vape à la maison qu'avec une clope. Donc pour moi, c'est un faux débat. Et là aussi, quand je dis qu'on se prend les pieds dans le tapis, alors attention, on ne peut pas encourager au vapotage. Vous ne fumez pas, ne vapotez pas. On n'a pas le droit de vendre à des mineurs, donc évidemment, on doit tous être responsables par rapport à ça. Mais un mineur arrive toujours à s'en procurer. Des mineurs peuvent être accompagnés par des adultes aussi pour acheter un produit. Moi, de voir un mineur avec une vapoteuse dans les mains, ça me fait absolument pas froid dans le dos. Je me dis que c'est un mineur de moins avec une clope dans la main. Donc je suis très à l'aise avec ça,
même si ça a pu en froisser certains plus d'une fois. On a l'impression qu'il y a finalement assez peu de seniors pour le coup qui vapent. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que ça, c'est potentiellement un nouveau marché que vous pourriez adresser? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de seniors qui vapent. Il y en a qui franchissent la porte des vape shops et c'est tant mieux. Il y a peut-être effectivement un plus gros frein par rapport à une population plus jeune. Ok. Effectivement, nous n'avons pas le droit de faire de publicité, donc forcément, ça coupe un peu le sujet. Mais selon moi, on rejoint le sujet du départ qui est la simplicité. Parce que déjà à 30-40 ans quand c'est compliqué, je vous laisse imaginer à 50-60. Donc pour moi il faut continuer d'accompagner ces personnes et c'est justement l'autre clé finalement de la réussite. Le produit certes, mais l'accompagnement est indissociable pour moi. Clairement, et là pour le coup, il peut y avoir d'autres typologies de produits innovants qui arrivent sur le marché, donc on va leur faire un petit peu de pub, ils sont juste là. Donc il y a The Fu qui présente sur le salon des sachets nicotinés, donc ce qu'on appelle des pouches. Peut-être que finalement, ce public de personnes âgées assez réfractaires sur les aspects technologiques, sur les aspects électroniques, parce que ça fait peur, parce que c'est pas leur monde, parce que c'est pas leur génération, seront peut-être plus à même et plus à l'aise à tenter d'autres alternatives, ou des alternatives complémentaires de la cigarette électronique. À voir, mais ça passera sûrement par d'autres typologies de produits, parce que lorsqu'on a un problème de fond avec un sujet parce qu'il est électronique ou parce que finalement il ne correspond pas à nos habitudes de consommation, il faut trouver une autre alternative. Et encore une fois, peut-être qu'une alternative qui est présentée aujourd'hui, et j'en serais ravi. Une des tendances clairement technologiques du moment pour tout consommateur, c'est le tout connecté. Le tout connecté, on en est où dans la vape? Je crois qu'on en revient pour le coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le tout connecté, ça veut dire que ça embarque une technologie incroyable. Ouais. Ça veut dire que ça coûte très cher. Ça veut dire que potentiellement. Donc ça, c'est pas une vraie innovation. C'est un avis très personnel. Je ne pense pas parce qu'on y est passé déjà. Il y a quelques années de ça, nos amis et fabricants chinois pour lesquels j'ai un profond respect nous ont sorti des produits où on pouvait contrôler la température de sa vape. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui contrôle la température de sa vape? Ça a marché, ça a amusé tout le monde pendant 3 semaines. Et finalement, ça fait que les produits coûtent plus cher. Ça fait qu'il y a plus de pannes potentielles parce qu'on rajoute de la technologie. Je pense personnellement pas que les objets connectés, même si on y viendra parce que c'est le futur et parce qu'aujourd'hui nos maisons, nos appartements sont connectés, ou ceux qui ne le sont pas en tout cas sont voués à le devenir. Mais je suis pas persuadé que ça soit en tout cas l'intérêt du marché d'aller dans ce sens-là. Je milite beaucoup plus pour la continuité d'une simplification et pour de la qualité, un rapport qualité-prix correspondant à tout le monde. Pour moi, les futures innovations sont dans la simplicité. Ok, mais encore une fois, simplicité et innovation, c'est pas un peu contradictoire finalement? Est-ce que cette simplicité, on parlait des puffs tout à l'heure, est-ce que ça tue pas l'innovation? C'est la difficulté. Je reviens juste une seconde sur ce que Rémi disait. Bon, je suis peut-être un petit peu moins tranché sur ces fonctionnalités, notamment le côté connecté. Ça peut avoir un intérêt. Effectivement, aujourd'hui, selon moi, ça n'a pas encore fait ses preuves. Voilà, c'est pas démentiel non plus. Oui, il y a une vraie problématique. C'est quand même qu'on est sur un marché qui est très très concurrentiel, où les prix drive beaucoup de choses. Donc forcément ça va limiter l'innovation. Le problème, enfin je vous fais pas le schéma, hein, moins de marge, moins de R&D au final, voire moins de qualité si c'est vraiment trop dramatique. Donc il faut quand même être vigilant sur un maintien des prix au maximum pour pouvoir assurer en fait l'avenir du marché. Ce qui est, je ne pense pas que ça tue l'innovation parce qu'il faut qu'on continue au moins d'essayer et d'essayer d'identifier des petits segments où on peut travailler pour apporter de nouvelles choses, pour essayer de dynamiser ce marché-là. Mais très important, effectivement, ce volet innovation-prix. Si les prix sont trop tirés vers le bas, l'innovation, forcément, ne suivra pas. Tout à l'heure, Rémi a souvent cité ces grosses entreprises, notamment chinoises. Ce sont ces grosses entreprises qui innovent aujourd'hui dans la vape ou au contraire, c'est plutôt des start-up? Alors moi, je pense que ces grandes entreprises décident de ce qu'on consomme aujourd'hui parce qu'elles ont un tel pouvoir et une telle emprise sur le marché. Lorsqu'Inokin, avec toute la confiance que les distributeurs, à commencer par notre entreprise, leur accordent, sortent un produit, nous suivons globalement. Alors il arrive des fois qu'il peut y avoir des accords, mais ils se trompent assez rarement quand même, ces grandes entreprises. Ils savent où on va, on peut ne pas être totalement en phase avec certains produits. On va les accompagner dans la mise sur le marché du produit et voir justement les résultats sur les ventes derrière. Moi je pense effectivement que ça passe
par les équipes R&D, donc plus que les entreprises, mais donc par les équipes R&D qui composent ces grandes entreprises, qui s'appuient sur des partenaires et représentants locaux comme Nicolas, qui eux-mêmes s'appuient sur des partenaires locaux comme nous. Et la clé, c'est la data en fait. C'est la clé, ça va être d'aller récupérer des datas, d'aller récupérer des informations, de donner la parole aux consommateurs, de donner la parole aux responsables de boutique, qui eux-mêmes donnent la parole aux consommateurs, et finalement de communiquer, de parler pour savoir où on va. Et pour ça, encore une fois, il faut parler avec le consommateur. Et alors justement, la data, elle est facilement créable dans la VAP. Vous êtes satisfait de la data que vous avez? Alors, la question, si je dois répondre en mon nom, moi je suis extrêmement satisfait parce que la data, je la crée. Je la crée, on a plusieurs sites e-commerce, un site de vente aux particuliers depuis 10 ans qui représente 10% de notre activité, pas grand-chose, et notre activité de distribution, 90%. Aujourd'hui, on approvisionne 2500 boutiques ou comptes clients, j'aime pas trop ce terme-là, mais différents. Donc la data, on en a. On sait ce qu'ils se vendent, on connaît les typologies de goût de liquide qui se vendent, on connaît les typologies de produits qui se vendent, c'est que de la caractéristique et du croisement de données. Donc nous, à notre échelle, on en a parce qu'on cumule justement les datas de centaines et de milliers justement de points de vente indépendants et on est en capacité, et c'est d'ailleurs le cas, aujourd'hui on a un partenariat avec Inokin où nous leur remontons justement ces datas sur des informations, sur des typologies de dysfonctionnement, sur des couleurs que les consommateurs préfèrent à un instant T, notamment les dégradés qui était un long débat, un long sujet, et c'est pour ça que je me permettais de faire un clin d'œil sur la Clips parce que ça en a fait partie. Mais ces datas pour nous elles sont précieuses et on les a parce qu'on les crée. Alors oui, on a de la data sur le marché existant, les 3 millions de vapoteurs, effectivement, on a pas mal de données. Ce qui serait intéressant de travailler plus en profondeur, c'est justement sur les 10 millions de fumeurs qui restent, où là, effectivement, on est peut-être un petit peu trop sec. Honnêtement, ce serait bien d'aller chercher un peu plus pour mieux comprendre les comportements et pour justement apporter des solutions qui répondront à leurs attentes et éviter les 75% qui retournent au tabac, en fait. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans le public, des questions, des réactions? Profitez de la présence de Nicolas, de Rémi. Des questions, des remarques? Est-ce que, Rémi, Nicolas, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et qui vous tenaient à cœur aujourd'hui? Moi, il y en a un, enfin c'est pas un sujet, c'est une petite aparté et un détail supplémentaire, mais puisqu'on parle, effectivement, j'ai le titre sous les yeux depuis tout à l'heure, hein, donc je vois situation économique. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais noter, puisque je vois que je m'adresse aussi à des responsables de boutiques, et il y en a quelques-uns que je connais personnellement. Gardons en tête aussi, en cette période inflationniste, qui est extrêmement complexe, que notre filière est une énième fois, une nouvelle fois, extrêmement résiliente. Elle tient bon, les boutiques tiennent bon, les revendeurs tiennent bon, les marques sont là. Il y a toujours ce dynamisme, cette envie de créer, d'avancer. Et aussi et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un produit de consommation courante qui s'appelle le e-liquide. C'est, à ma connaissance, le seul produit depuis le début de la crise Covid dont le prix n'a pas ou peu progressé. Énormément de marques ont tenu les mêmes prix depuis le début, donc merci à eux, parce que eux, pour le coup, ont pris de l'inflation sur le prix propylène glycol, glycérine végétale, arôme et compagnie, nicotine. Et donc, c'est quand même déjà une victoire en soi. Et donc, sur la situation économique, nos arguments, les arguments de notre produit restent extrêmement bons. L'augmentation de, on va dire, notre concurrent, le tabac fumé, c'est notre concurrent direct. Donc, le produit augmente d'1 euro au début d'année prochaine. En termes d'évolution, je le disais, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc, on a encore de très, très belles années devant nous. Moi, j'ai extrêmement confiance dans notre filière et dans les fabricants pour justement entendre les revendications que sont celles des consommateurs. Et il n'y a plus qu'à, comme on dit, il faut continuer comme on le fait et de le faire en pensant business, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important et ne pas l'oublier, parce qu'on est des commerçants et si on ne gagne pas nos vies, il y a un moment, on va tous finir par arrêter, mais en gardant effectivement énormément d'éthique, comme l'a signalé Nicolas. C'est une des plus belles fiertés et c'est la singularité du marché français vis-à-vis de ses voisins. Super, merci beaucoup. Alors, une question. Et Nicolas, bien sûr, Laura, le mot de la fin après, pas de problème. Bonjour. Je voudrais avoir votre avis sur les nouvelles futures politiques qui sera appliquées en Europe, voire en France, concernant EIVAP. Ouais, tu me la laisses, ça là, j'y vais avec plaisir. Donc la fameuse TPD2, peut-être, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est ce dont on entend parler depuis 4 ans dans les coulisses et qui n'est toujours pas arrivé. Donc en gros, globalement, c'est de la spéculation absolue. Est-ce que potentiellement une législation va évoluer? Évidemment. Très sincèrement, moi j'y suis favorable. Sous réserve évidemment de comprendre le contenu. Mais lorsque la première TPD est arrivée, tout le monde criait au scandale et à la fin de notre filière, finalement, l'agilité des fabricants, l'agilité des responsables de boutique a fait en sorte que des solutions ont été trouvées et les choses bougeront. Il va se passer des choses. Je n'ai pas de calendrier devant moi, je ne les ai pas. La FIVAP est probablement plus à même comment répondre à cette question-là.
Il y a effectivement des grands débats, des grands sujets extrêmement importants, hein. Les arômes, une taxation potentielle, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. En revanche, ce que je peux juste vous partager, c'est ma confiance pour le futur. Je suis tout sauf inquiet pour plusieurs raisons. La première, c'est que la filière rebondit systématiquement. La deuxième, c'est que si changement il y a, on est prévenu en amont. La troisième, c'est que si changement il y a, on est prévenu en amont et on a un délai de mise en conformité. Donc globalement, si on continue d'être collectivement bon, comme nous l'avons été depuis maintenant plus de 10 ans, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à passer cette nouvelle étape ensemble. Merci. Nicolas, un mot peut-être pour conclure? Un petit mot très bref. Je suis d'accord avec ce que Rémi disait. Il est à mon sens important que le marché français continue sur sa lancée, à savoir reste responsable, accompagne les fumeurs avec une éthique. C'est ce qui va nous permettre de nous maintenir, de pérenniser l'activité. On a fait preuve de beaucoup d'inventivité et je rebondis également sur ce que tu disais en réponse à la question de madame. On a su rebondir, il va y avoir des évolutions, c'est clair, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La bonne nouvelle, c'est encore une fois, grâce à la clémence des pouvoirs publics aujourd'hui, ça nous a permis de continuer et je suis assez confiant sur l'avenir. Merci beaucoup Nicolas, merci Rémi d'être venu nous rendre visite, merci à vous d'avoir été là, nombreux. À 15h30, on se retrouve ici avec nos amis de One Shot, cette émission déjantée au sujet de la vape. Ce sera avec vous à 15h30. En attendant, merci à vous, le salon est ouvert, bien sûr, une centaine d'exposants. Il fait beau dehors, il fait beau à l'intérieur. À tout à l'heure, salut!